Monsieur, merci, merci d'accueillir avec moi Armand Tadevosian ce soir, au milieu de son expo, que vous avez pu découvrir, au moment du FIG. Une expo qui était directement en liaison avec la thématique du FIG, puisque le thème était le corps. C'est comme ça que j'ai choisi Armand pour cette période d'octobre. Donc on va peut-être un petit peu voyager avec toi, Arman, merci d'être là. On va voyager avec toi et voyager dans ton expo et puis voyager un petit peu dans le monde, puisque tu es arménien. Et donc on va peut-être faire un petit peu ce grand voyage pour retourner aussi, peut-être revisiter autrement ta peinture. Voilà. Donc peut-être tu peux nous dire, pour commencer, nous parler de ton parcours, parce que je crois que le parcours, tu as une quarantaine d'années, et nous expliquer un petit peu ton parcours d'artiste, et puis après on va revenir un peu tout doucement sur les peintures. Bonsoir, merci cher Emmanuel et toutes les équipes de C'est pas grave pour... Faut que tu le prennes comme ça. Non, il est bon. Comme ça, oui, ça. Voilà. Pour m'inviter, voilà. Pour accueillir ici, merci pour être venu. Je suis Armand Tadevosian, artiste d'origine arménienne. Je vis à Nancy depuis 11 ans. J'avais fait école de beaux-arts à Gyumri, deuxième ville de l'Arménie. Anciennement, s'appelait Leninaka, où il avait les grands tremblements de terre de 1988, jusqu'à 2-3 ans avant l'Union soviétique soit au collapse. Donc, en 1991, on a pris l'indépendance et il avait commencé la guerre avec l'Azerbaïdjan pour au Karabakh, qui a recommencé l'année dernière, une guerre très dévastateur. Donc j'avais fait école de beaux-arts pendant 6 ans à Gyumri. Alors quand tu école de beaux-arts, c'était esprit comment? Esprit soviétique, puisque vous avez une dominance soviétique importante. C'est une très bonne question, parce que c'était... D'ailleurs, l'école de beaux-arts ne s'appelait pas comme ça. On n'entend pas trop, oui. Alors prends celui-là. Donc, ça c'est mieux. École de beaux-arts s'appelait l'Académie de l'art. L'Académie de l'art par modèle de l'Académie de beaux-arts de Leningrad, de Saint-Pétersbourg, où il fallait apprendre bien dessiner l'art figuratif vraiment à point. Donc on avait par cette immersion, on avait continué même après l'indépendance ce système de l'apprentissage de l'art, en sachant que ni nos profs étaient formés à cette manière pour apprendre à faire les chœurs académiques, des appoints, ni c'était les tendances, parce que on lisait des journaux, on lisait des catalogues de l'art contemporain, oui, ce qui se passait. Vous aviez quand même des informations sur l'art contemporain, beaucoup, mais c'est pas du tout ce qu'on vous enseignait. Donc voilà. Ouais. Donc c'est ce moment-là très important pour moi qui commençait conflit avec les systèmes éducatifs où j'étais, à l'école de beaux-arts, parce qu'on avait une insistance de faire des peintures figuratives, mais à manière figurative, vraiment figurative, quoi, de A à Z, très réel, très académique. Comme le réalisme socialiste. Voilà, presque. Donc on a commencé une sorte de révolte avec mes camarades, on était deux, que déjà à l'époque je me disais, est-ce qu'il y a une autre possibilité faire apparaître la figure de l'être humain dans une peinture sans peindre réellement? Parce que pour moi, l'art, c'est peindre quelque chose qui n'existe pas. Le moment qu'on commence à peindre quelque chose qui déjà existe, réellement en copie, pour moi, ça perd un petit peu sa valeur. Parce que l'art actuel, des fois, hyper réaliste, pour moi, ça ne me touche pas. Donc j'ai essayé de trouver une manière à la fois peindre les figures, mais à la fois en telle manière justement pour trouver une autre
perspective de faire apparaître les cœurs humains dans une surface de toile sans, sans montrer ces aspects très matériels, ces aspects très corporels. Oui. Donc, Parce que effectivement, on le voit, on voit que c'est une question d'apparition, une question de disparition. Mais en même temps, ces corps, moi, quand je les ai vus, j'ai pensé aussi aux anthropométries de Klein. Mais parce qu'on est sur le même... les empreintes de cœur. Mais c'est fort différent parce que là, il s'est réintégré. Ça apparaît et disparaît dans un univers, dans un paysage. C'est pas ça. Voilà. Donc, alors, cette apparition de la figure, cette disparition de la figure, est-ce que... quelle relation il y a réellement avec l'humain? C'est-à-dire que pourquoi cette apparition-figuration? L'humain, il est là, il n'est pas là. Pourquoi il est là, il n'est pas là? Pour moi, c'est une bonne question parce que je pose beaucoup de questions. Est-ce qu'on est ces cœurs-là? À partir de cette question, si on est ces cœurs-là ou pas, qui me pousse de cette élaboration, de cette recherche, qui on est-ce qu'on est ces cœurs-là ou pas? Donc, et c'est toujours cette recherche-là qui m'amène plonger dans des philosophies différentes, par exemple philosophie védique, philosophie... Mais en même temps, on retrouve, et là c'est peut-être la relation aussi à la culture arménienne, parce que c'est quand même la culture arménienne, et on retrouve l'image du Christ aussi. Alors c'est aussi une relation, cette relation à ce corps-là aussi. Justement, voilà, au début de mes périodes que j'ai commencé à faire des peintures, j'étais beaucoup inspiré par des sujets bibliques, parce que la spiritualité en Arménie, c'est assez fort, surtout comme ces périodes soviétiques étaient réprimées. Après, on a repris. On dit toujours qu'on est le premier pays chrétien reconnu le chrétianisme par l'État 4e siècle. Donc, malgré les Russes, il y a toujours eu, la religion chrétienne a toujours été présente, les églises étaient à peu près préservées, même si c'est maltraité souvent, et beaucoup dévasté par les invasions turques aussi, parce que en Anatolie actuelle, il y a beaucoup des églises arméniennes, par exemple l'ancienne capitale arménienne, avec beaucoup de fresques, où il y a toujours des présentations de chœurs, des présentations de sujets bibliques qui est actuellement effacés. Il reste à peine des petits pigments, des petits fragments qui m'aussi inspirent dans mes recherches. On retrouve un peu ça effectivement dans la recherche. On a vraiment cette idée aussi de la fresque, effectivement de la disparition. Voilà, donc les fresques, à la fois l'église arménienne, qu'elles sont assez sobres, elles ont resté dans une forme très sobre par rapport à l'église catholique, baroque, rococo et tout ça. Donc c'est assez inspirant. C'est un peu la sobriété de l'art roman chez nous. Exactement. Voilà. Et j'étais aussi beaucoup inspiré de périodes Renaissance, des peintres Renaissance. Par exemple, je rendrais des fois des hommages des grands maîtres comme Botticelli. J'ai repris des sujets de naissance de Botticelli pour pouvoir transposer à ma manière les figures. Donc, c'est un mélange de cultures, des mélanges de questionnements à la fois qui m'a amené vous présenter ces toiles. D'ailleurs, au début, c'était assez contrasté, les figures qui apparaissent sur mes toiles, noir, blanc, très contrasté. Plus en plus, j'avais médité, plus en plus, j'avais allé plus loin dans cette recherche. Est-ce qu'on est cette cœur? Est-ce que c'est quoi ça? Des sublimations de matériel, corps matériel. Après, au-delà, qu'est-ce que c'est que ça? C'est transcender ce corps matériel. Plus en plus, mes peintures, elles sont devenues très
dilué, très vague, très... Et en ça, quelque part, tout de suite, moi, quand j'ai vu les peintures, je pensais à la peinture byzantine. Je veux dire, en particulier au tout début de la peinture, on va dire, même Renaissance en Italie, avec les fameux fonds or. Et effectivement, où on a très peu de fonds, on n'a que la figure qui apparaît. Et en même temps, en m'enseignant un petit peu sur la peinture arménienne et sur ce qui s'est passé en Arménie, j'ai lu que dans la peinture arménienne, dans l'icône, dans les icônes, ils utilisaient souvent des pigments qui étaient ferreux ou métalliques, un peu brillants comme ça. Et effectivement, et en revoyant ça, et quand j'ai revu les images qui étaient là, qui ont été faites sur Dibon, je me dis, mais la relation se fait presque naturellement. Il y a une espèce de jeu comme ça, de brillance. Voilà. Oui, en effet, ces petits formats qu'on voit sur des métals, j'ai retrouvé cette manière de représenter mes grandes toiles en petit format, en réduction à Dresde, lors de résidence d'artistes en Allemagne 2010, que je trouvais qui correspondait très bien l'esprit de mes recherches. Surtout, pratiquement, c'était très bien de pouvoir diminuer les grandes toiles sans perdre beaucoup ces contenances, parce que c'est souvent très rare que je puisse exposer des nombres de peintures en grande toile dans un espace. Donc souvent, je suis amené montrer des plutôt petits formats en mettant une grande toile pour montrer d'où ça vient. Et c'est aussi une sorte de langage, parce que l'art, pour moi, c'est un langage. Et par exemple, mes anciennes peintures que j'avais faites, ça date déjà presque 16 ans, 15 ans, 16 ans. Et ce langage que j'avais proposé, je suis contente qui est toujours actuel. Par exemple, peut-être dans 100 ans, 200 ans, comme tous les langages évoluent, par exemple, les manières françaises qu'on parle aujourd'hui, peut-être dans 200 ans, ça va être un peu différent. Pour moi, l'art aussi, ça va évoluer, ce langage. Et au bout de 15-16 ans que j'ai emmené mes rouleaux de peinture d'Arménie ici, et chaque fois que j'expose, j'ai cette contact avec les publics et ce langage qui est là, qui est présent, et ça, c'est toujours étonnant, cette relation, parce que, par exemple, vous avez parlé de Christ, et comme j'avais proposé, exposer ce Christ en Arménie, dans une église, j'étais prêt, même donner les prêtres qui étaient en charge de cette tâche. Il a dit, ah ben non, on ne peut pas prendre les Christ, ils sont nus. Les Christ sont nus. Ah, oui. Donc ça m'a marqué cette phrase, parce que pour moi, comme j'essaie de sortir de cette cœur matériel, de cette matérialisation de cœur, pour moi, c'est ni nu ni habillé. Donc c'est quelque chose d'intermédiaire. C'est l'empreinte, oui, c'est ça. C'est ça. Donc voilà. Donc ça m'a marqué cette phrase. J'ai dit, et c'était clair que ce langage que j'avais entamé de communiquer, c'était pas encore. C'était donc comment dire, c'était une dissonance de cette époque où je vivais là-bas. Et d'ailleurs, pendant 2-3 ans, j'ai été refusé de l'école de Beaux-Arts, la dernière année terminale. Ils m'ont refusé parce que les chœurs, ça ne devrait pas être comme ça. Mon prof me disait, je sais que tu sais peindre, je sais que tu as fait beaucoup de croquis de cœur. Mais ça, vraiment... il ne pouvait pas accepter. Voilà, c'est pas acceptable. S'il te plaît, au moins une fois fais des peintures figuratives, après tu fais ce que tu veux. On était 2 amis pour ne pas rentrer dans ce compromis. Et au bout de 8e année, parce que mon étude a duré 8 ans. Ah, 8 ans, ouais. 5 ans réels, ouais. Et 2 ans de refus. Et 8e année, j'étais appelé.
Oui. par l'équipe de profs de Beaux-Arts qui, bon, allez, venez présenter quand même, parce qu'ils avaient peur peut-être aussi qu'un jour, si on devient célèbre, ils vont... voilà. D'accord. Ouais, Donc j'ai apporté mon grand toile de naissance de 3 mètres sur 2, de 50. Les grandes toiles qui est représenté en vitrine en métal, vous allez voir après. Moi, j'avais eu les meilleures notes, comme si rien n'était passé. Félicitations. Après, j'ai roulé mon toile, j'ai rentré chez moi. Impeccable. J'avais reçu mon diplôme. Et comme j'étais en France, j'ai demandé quand même m'envoyer ce diplôme. J'ai dit peut-être un jour je vais faire valoir ici, mais il est resté toujours. Il est resté là. Non, il est resté chez nous à Nancy, mais jamais ouvert. Oui, bah oui. Ça existe. Je suis diplômé de l'école de Beaux-Arts pour répondre très bien pour mon parcours d'artiste. Alors la figure, est-ce que donc bon, elle disparaît, mais elle disparaît complètement dans les paysages. Mais quelque part, est-ce qu'elle n'est pas encore présente dans tous les paysages qui nous entourent, même si elle n'est plus là? Et là aussi, par exemple, quand on a des triptyques, ou alors qui ressemblent à nos retables, mais justement, où je disais, où en fin de compte, il ne restait que la forme a disparu, mais il reste que la lumière en fin de compte. Et c'est peut-être dans le côté, je dirais, si on reste dans le côté religieux, ce qu'il y a de plus important en fin de compte, que la figure n'existe plus. C'est vrai. J'ai beaucoup apprécié ce discours d'ouverture de l'exposition, vernissage. J'ai réécouté parce qu'Emmanuel a fait un petit film. Tu as bien dit cette petite phrase. Et souvent, comme je fais des peintures, les parties cérébrales, c'est important, ça existe, ça doit exister, mais les manières que j'ai repris ces peintures-là, pour moi aussi, il avait un autre aspect. La rapidité pour pouvoir transmettre les sentiments, la rapidité de pouvoir transmettre l'humeur. Et dans l'art qu'on a appris, art figuratif, c'était pas possible trop. Oui, il fallait laisser sécher des couches par couches, des couches, des constructions. Donc, pour moi, c'est très important, penser bien avant, bien réfléchir, mais cette transition doit être pas très longue pour pouvoir être très spontanée. Mais en même temps, tu n'es pas expressionniste. Non. Donc en fin de compte, tu es spontané dans la matière que tu vas déposer, mais en même temps, ta peinture, elle est quand même assez méditative. Aussi. Donc, c'est pour ça, par rapport à les paysages que vous citez, en effet, les figures n'existent pas, mais en même temps, on peut se retrouver dans c'est des paysages imaginaires d'ailleurs. Oui, c'est ça. Oui. Donc on peut trouver des mémoires, des sentiments. C'est sûr qu'à travers les matières, à travers les couleurs, à travers l'ensemble, à travers le jeu des matières, des couleurs, le jeu des formes qui peuvent venir aussi, entre guillemets, un peu par hasard, parce qu'on est dans l'acte de faire, et effectivement, on retrouve tout ça, effectivement. Et d'ailleurs, comme vous dites que c'est pas impressionniste, aujourd'hui, je pensais, si je dois donner une direction, un mouvement de mes peintures d'abstrait sur tous ces paysages, comment j'appelle? Je dis, bon, c'est pas abstrait lyrique. C'est pas abstrait lyrique. Je me disais peut-être c'est abstrait impressionniste, impressionniste. Ou alors du paysagisme abstrait, ou alors du paysagisme, parce qu'on a quand même une référence au paysage tout le temps, puisqu'en fin de compte on a encore une référence au paysage où on a quand même certaines lignes d'horizon à un certain moment, même si on a des matières. On reste quand même dans notre esprit, quand on regarde, on a quand même une référence au paysage. Ouais, voilà. Et je parlais d'abstrait lyrique, je fais une petite coq à l'âne. Vous savez, à Saint-Dié-de-Vosges, dans la cathédrale, il y a une autre présence arménienne.
c'est Elvire Kuyumjan, Elvire Jean, Oui. qui a fait des vitraux, Des vitraux, oui. de 6 vitraux, Très beaux vitraux. les dos visibles et 4 dans les De la chapelle. chapelles. Chapelle Elvire Jean. Chapelle Saint-Sacrement. Saint-Sacrement, voilà. Je spécialiste, conservateur du musée, spécialiste de la Donc elle cathédrale. est d'origine arménienne. Elle est d'origine arménienne, Elvire Jean. Elvire, d'accord. Elvire Kuyumjan, qui était installée près de Lyon, Ouais. de ses parents rescapés des génocides arméniens d'Anatolie, de Turquie. Donc voilà, une Alors, petite parenthèse Pour de la petite présence, parenthèse, présence quand elle est venue arménienne. installer ses vitraux et quand elle les a inaugurés, on a été invités moi j'étais invité avec toutes ces personnes qui étaient là à un repas, et j'étais à côté d'Elvire Jean. Mm. Et elle me dit, Elvire Jean, qui était quand même âgée, qui avait quand même presque 90, pas loin, ou 80 ans. Là, il avait Ouais, déjà âgé. 84. 84 ans. Elle me disait, Elvire Jean, Elvire Jean me disait, tu fais quoi? Tu fais de la peinture, toi? Oui, un peu. Tu fais quoi? Bah, je fais de l'abstraction. Elle me dit, l'abstraction, mais t'as raison, continue, il faut jamais lâcher l'abstraction. Continue l'abstraction et continue la peinture, va dans ce sens-là. Elle me dit, alors tu fais que ça? Bah non, je travaille à côté. Elle me disait, c'est sûr que moi j'ai eu un peu de chance, j'ai un atelier à Montparnasse, puis j'ai un atelier dans le Midi, mais allez, continue l'abstraction, là ils auraient dit, abandonne tout, il faut continuer cette ligne, c'est vraiment très bien. Et tout ça. Elle était assez motivée comme ça, assez extraordinaire. C'était une femme assez extraordinaire. On était invité chez Philippe Collignon, photographe de Saint-Dié. Il connaît aussi, il a été fréquenté, amitié. Il m'a montré une peinture d'aquarelle d'elle et il a fait des photos, des portraits d'elle. Donc Il a fait c'était portrait de fort tous sympathique. tous les artistes qui sont passés à la cathédrale. Ouais. C'était fort Des sympathique beaux portraits, de ouais. retrouver cette présence. Ouais. Donc il y a des lignées. Des lignées, et on a quand même, il faut citer la paire de l'abstract expressionnisme Achille Gorky. Vostani Kadoyan aussi échappé de génocide de ville de Vannes, qui est allé avec sa mère aux États-Unis, ami de Kuning. C'est une personne très importante dans l'histoire d'art, fondateur de l'abstrait expressionnisme d'Achille Gorky, c'est très important. Malheureusement suicidé après, comme Rothko et cette période très difficile. Oui, effectivement. Donc, Mais, pour dire qu'on a cette... comment dire, oui, c'est cette lignée comme ça. Mais de gens, effectivement, qui sont allés au bout, effectivement, quand tu parles de Rothko, ces gens-là, et qui sont allés quelque part au bout de la couleur, ou au bout de la représentation complète. Alors effectivement, quand on arrive quand on est complètement au bout de cela, là, effectivement, ça peut être quelque part difficile, angoissant, difficile à vivre. Oui. Mais ça m'aide à méditer, travail de méditation. Ça m'aide pour pas rentrer justement dans cette, dans cet extrême. Travail de méditation aussi, ça m'aide pour me placer dans cette... m'en sortir aussi dans ce milieu qui est assez anarchique actuellement, dans les marchés de l'art, des galeries et tout ça. C'est très c'est compliqué. pas facile. C'est pas facile. D'ailleurs, j'avais fait presque... au début, quand j'ai venu en France, j'étais très motivé pour envoyer des dossiers, faire des essais, des contrats, des galeries, tout ça. Très vite, après avoir vendu une grande toile à Istanbul, un galeriste connu de Moïse Zilberman, très vite, j'avais fait mon deuil, arrêté de chercher de cette manière me représenter par des galeries, par des foires d'art d'exposition, parce que à la fois c'est bien, tu es connu, tu as de l'argent, tu es vendu, mais à la fois c'est difficile à vivre, c'est pas facile rentrer dans ce système-là, parce qu'une fois que tu as vendu quelque chose, les galeristes te demandent à refaire des choses similaires, ça se pervertit beaucoup. Et donc, ils ont tous ce travers. Ouais. Ça, c'est vrai. Donc c'est pour ça.
Je suis content que ça existe encore des relations simples comme on a établi entre nous, entre l'équipe de C'est pas grave et l'artiste. Je suis content qu'il existe des galeries associatives comme C'est pas grave. On peut Oui, il y en a dire peu, comme il y ça. en a peu, Il y a très très peu. peu. Ouais. Où on arrive à exposer, on arrive à être en contact avec le public, être sincère, être soi-même et parler sincèrement, parce que dans des grands mouvements actuels, rien que tu parles de spiritualité, tu évoques des sujets un peu bibliques, après il a Oui, des tout de portes, suite. il a Oui, des voilà, portes ouais, se ouais. ferment, mais Oui. là c'est bien, là, on arrive à parler de... Oui, mais en tout même ça. temps, en même temps, et je suis content que tu parles de ça parce que on parle souvent de la peinture, on parle souvent de ce qu'on voit, parce que nous, on est spectateurs de ça. Mais même les peintres, on parle assez peu de notre rapport à la peinture. Et pour le peintre, c'est quand même super important de ce rapport à la peinture et ce rapport sur une vie, ce rapport sur une vie de travail, ben, il peut changer. Et puisqu'il change ce rapport à la peinture, il fait évoluer aussi la peinture. Tout Et à moi, fait. ce que je dis souvent à mes élèves aussi, c'est bien, vous êtes face à une surface que vous allez couvrir, mais pensez voir ce rapport à aller couvrir cette surface, vous faites quoi? C'est vrai que cette relation est très réciproque comme ça et évolutive parce que les peintures, une fois exposées dans un endroit, elles ont enrichi par l'énergie des spectateurs, enrichi par l'énergie de l'endroit, ils deviennent autre chose, il a une autre... Oui, elle se détache un peu de toi. Là, de toute façon. Voilà. Et souvent, pour moi, l'importance de interpréter ou vivre en peinture, comprendre ce langage, je laisse beaucoup l'espace pour des vibrations, par exemple. Dans l'art, il y a des peintures, par exemple, qui te provoquent des sentiments sexuels. Il y a des chakras, par exemple, les chakras de mouvement, des chakras de génitaux, des chakras de plexus de cœur, des chakras voilà, intellectuels, chakras spirituels. Les 7 chakras. Voilà, donc pour moi, c'est très important cette partie de plexus. Et souvent, comme j'expose, comme les gens rentrent sans rentrer dans des détails, ils disent comme s'il a quelque chose, il a une vibration qui se passe au niveau de cette partie-là. Et j'ai beaucoup remarqué cette relation qui touche vers cette partie-là. Et je suis content parce que pour moi, c'est une de mes buts, justement. Avec mes recherches, est-ce qu'on est cette cœur-là ou pas, travailler dans cet aspect énergétique, aspect vibratif est très important. Et parce que dans les Védas, on dit toujours que dans cette partie-là, c'est une zone très importante où il se trouve l'âme. Et souvent, c'est pour ça on dit, comme on dit je, on ne dit pas je ou je. Voilà, on pourrait dire simplement je. On dit je. Donc il a cette partie-là très importante. Souvent, dans l'art, surtout actuel, contemporain, il a des conceptualisations, trop de conceptualisation, trop de mental présent, qui est bien, qui te fait marcher tes pensées, mais c'est passé, cet aspect-là, ça n'existe pas. C'est trop vers cet aspect-là, pour moi, c'est très important. Alors la peinture, oui, alors c'est ça. Ce qui est intéressant, c'est que le langage de la peinture donc intervient directement sur le corps. Et il intervient un peu directement sur le corps, comme le son pourrait intervenir sur le corps. Justement. On pense par exemple le son chez les bouddhistes et tout ça, où on a une certaine vibration, et là on revient à la peinture, la vibration de la peinture, effectivement, qui peut, par sa contemplation, intervient directement sur le corps et sur une autre forme de pensée aussi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de séparation esprit et corps.
Justement, c'est pour ça que j'ai beaucoup apprécié les musiques que vous avez mis avec l'équipe de C'est pas grave, Jean-Sébastien Bach, qui est mon Ah oui. musicien préféré de chœur. Donc, et souvent, je propose aussi musique avec mes expositions. Dernière fois, qui a bien marché dans une galerie qui s'appelle Château de Graffigny à Villers de Nancy, j'avais proposé une musique méditative de Gurdjieff, philosophe Gurdjieff. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est une philosophe ésotérique qui a inventé les musiques répétitives et les mouvements, les danses. Les danses à travers des mouvements être purifiées. Donc il a une fondation à Paris, mais en plus les Gurdjieff qui vient de la même ville que moi, à Gyumri. Avant, ça s'appelait Alexandropol. Pendant l'époque tsar, la russe, il avait une femme qui s'appelait Alexandria. Pour sa femme, notre ville, il a appelé Alexandropol. C'était une ville importante. Une ville forteresse justement parce qu'il y avait beaucoup de guerres entre les Turcs, l'Empire turc et les Russes. Donc nous, on était dans la frontière. C'était important. Donc j'avais mis les musiques Gurdjieff qui fonctionnaient très bien, musique très calme, répétitive. Cette fois-ci, j'ai pas voulu proposer parce que déjà les droits de ça sème, donc je voulais vous épargner des genre de choses. Des démarches administratives, mais les bacs c'était bienvenu aujourd'hui. C'était la musique que j'avais mis dans l'atelier. Du coup, il ne devait pas se passer ici, mais voilà. Mais ça passe bien, c'est bon. Alors, si vous avez vos élèves ici, vous avez vraiment la chance d'avoir Emmanuel comme prof, c'est bien. Qui propose de la peinture et de la musique en même temps. Continuez. Alors, je voulais te poser aussi la question du paysage, puisqu'en fin de compte, on était sur cette histoire de paysage, de ta relation au pays. Est-ce que les paysages que tu nous proposes ont une relation avec les paysages de l'Arménie? Parce que le paysage de l'Arménie, c'est quand même un paysage assez extraordinaire. Hein, l'Arménie, c'est quand même des montagnes qui arrivent à 4000 mètres. C'est quand même des plaines, c'est quand même du minéral. C'est quand même ça. Alors, quel rapport as-tu avec le paysage de toute ta certainement ton enfance et puis ta formation? Sûrement, il y a des rapports parce que des fois, je me demande si je vivais en Arménie, est-ce que j'aurais fait de même manière ce que je fais ici? Ça, c'est une grande question que je n'ai pas encore réponse. Et je suis sûr que c'est non. Parce que cet éloignement, cet manque aussi qui crée ce désir de représenter quelque chose qui est cher pour toi, surtout de notre maison, comme je sortais, je voyais des lignes de montagnes, des silhouettes incroyables, assez raides souvent parce que c'est un pays de pierre. Oui, c'est ça. C'est pour ça que je dis. C'est un pays de montagnes, des pierres. Et ça aussi, il a ses explications parce que comme les Turcs ont attaqué tous les coins, les gens ont monté vers des montagnes pour pouvoir se protéger. Parce que souvent, il n'avait même pas l'arme pour se combattre. Il jetait de hautes montagnes des pierres sur des ennemis pour pouvoir chasser, comme ce qui s'est passé en Syrie avec des Yezdis sur les monts Sinjar, les monts sacrés des Kurdes Yezdis, que les islamistes ont attaqués. Ils étaient tous dans des montagnes très hautes pour pouvoir protéger par des pierres et par des reliefs. Oui. Voilà, donc je pense que ça aussi, il a sa place et sûrement, bien sûr, cet éloignement de pays natal qui crée que c'est un moteur d'inspiration et des moteurs de... Et techniquement, tu travailles avec des pigments? J'avais travaillé avec des pigments parce que par exemple, ce tableau-là qui a donné l'affiche de cette exposition, j'avais fait entièrement avec des pigments parce que dans l'école de Beaux-Arts, ce qui était bien, parce que chez nous, on répare encore toutes les choses, on est très manuel, on jette rien. Donc, et même à l'école de Beaux-Arts, on apprenait comment faire son propre toile. Parce que c'est comme une relation à la terre importante, quoi. Oui.
Hein, direct, quoi. Tout à fait. Ouais. Donc, j'avais fait des pigments noirs, les bleus, tous les pigments, j'ai acheté des pigments et j'ai mélangé avec paraffine et tous les composants, même les blanches de zinc, qui Oui, est oui, un oui. pigment assez dangereux en plus, il ne Oui, faut pas oui, trop jouer avec. Même les blanches, c'est des blanches de zinc, que j'avais fait, Zinc. zinc. Ouais. Et cette dernière série, c'est pas pigment, mais il a de terre. J'avais trouvé, j'ai utilisé des terres, par exemple, la dernière fois on était en vacances en Salagou, j'ai pris des terres rouges de Salagou, j'avais utilisé dans mes peintures, en renforçant avec des éléments pour pas que ça tombe après. Donc, Oui, bien sûr. Ouais. Avec une donc, base à acryl. non, c'est base à huile. Base à huile, oui. Ouais. Donc à chaque fois, tu as quoi? Donc base à huile, d'accord. Ouais. Même il a une peinture que je trouvais des terres dans notre cave parce que notre cave est assez profonde. Donc tu trouves des kaolines, Ah, des kaolins, ouais. kaolins, Ouais. donc assez bien, assez Ouais. ferme. Ouais. Donc il a des choses aussi intéressantes. Ouais. oui. Et récemment, je fréquente une amie qui a un certain âge, Joël Creuse à Nancy, qui est peintre, architecte. Donc il m'a dit, il faut que tu commences à peindre avec des peintures très chères et très bonnes, au niveau qualité. Parce qu'avant, des périodes que je fabriquais moi-même des peintures et jusqu'au là, je ne me permettais pas d'acheter des petits tubes de peinture à 30 €. C'est quand ça, même c'est pas old possible. Amsterdam, old Rembrandt et Oui, tout ça. oui. Donc récemment, je dis, allez, je me laisse aller, j'ai acheté 3-4 tubes. Ouais. Et figurez-vous, c'est un autre plaisir travailler avec des peintures très, très fines. Très fine, oui, avec un pigment très fin, broyé finement. Ouais, Voilà. voilà. C'est vrai que c'est un autre Très chargé par des pigments qui couvrent bien. Qui Après, couvre bien, oui. Donc voilà, c'est entre les pigments, les terres et les peintures très chères, ça, c'est ça. Ouais, c'est ça, ouais. Mais en même temps, on fait pas la même chose quand même. Avec, c'est pas la même relation et on fait pas la même chose si effectivement. Hein. Mais on peut très bien effectivement associer les deux, mélanger les différentes façons de fonctionner. Et pour revenir sur les différentes façons de représenter mes peintures, voilà, vous avez vu les grandes toiles, il y a aussi des petites reproductions, sortes de médaillons que j'avais fait en Italie, en ville d'Arezzo. C'est une première ville qui a fait les bijoux avec l'or. C'est une ville historique en Toscane. Et dans un laboratoire innovatif, ils m'ont invité pour que j'aille en essayant de faire des choses avec mes grandes toiles. C'était assez paradoxe parce que mes grandes toiles et des petites bijoux. Donc on a trouvé un moyen pour réduire en petit format de petites icônes, petites sur bois que je reproduis quelques thèmes comme Adam et Ève, des exils, des croix, les trinités ou Pietà que j'expose ici à côté de mes grandes toiles. On a parlé de peinture sur métal et juste derrière aussi il y a une autre façon de représenter mes peintures, c'est en collaboration avec mon frère qui a fait aussi des pendentifs avec mes motifs en utilisant uniquement les métals les recyclages de l'armement de guerre. Donc il a aussi cette médaillon, cette pendentif que j'expose aussi ici. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour. Peut-être on laisse... Peut-être laisser la parole au public, si le public si vous avez des questions peut-être spécifiques. Catherine, tu as des questions? Elle a les réponses. J'ai les réponses depuis longtemps. Dans tes paysages, là, pourquoi as-tu choisi un format carré? C'est pas trop dans la logique du paysage? C'est une bonne question. En fait, j'avais exposé mes peintures dans la cathédrale de Metz en 2015 et j'ai une amie
artiste et aussi galériste, Patricia Gérardin, qui m'a proposé faire un projet sur carré, 30-30. Donc je suis rentré dans cette immersion de carré, mais là je suis en train de me sortir. C'est pas facile, comme tu rentres dans quelque chose, tu essaies d'aller jusqu'au quelque part. Donc je pense que là c'est dans une maturité où ça changera. Mais c'est très l'histoire c'est très banal, prosaïque, cette histoire de carré qui m'a arrivé. Mais en combinant 4 ou 6, des fois je casse cet aspect carré, donc voilà. En faire des tâches. Vous faites goûter la peinture. Oui, c'est là précisément, oui. C'est fait goûter d'un escabeau. Ouais, parce que tu travailles là pour faire ce genre de peinture. Et Tu, horizontal. tu travailles au sol, Oui, ouais, mais tu je travaille au sol horizontal. et tu souvent. termines vertical. Oui. Oui, c'est ça, parce qu'il faut quand même Pour rabattre voir. pour voir Voilà, un petit peu, avoir un petit peu exactement, ce qui se parce passe. que par Ouais. terre c'est autre chose, comme tu vois, c'est autre chose. Donc Ouais. il y a toujours cette gymnastique pour monter horizontal, vertical. Donc Ouais, c'est toujours la problématique. Et puis on n'a pas tous, je regardais hier une vidéo de Damien Hirst qui expose à la Fondation Cartier en ce moment sur des cerisiers. Il a un atelier qui doit faire 5 fois ce truc, avec toutes les toiles alignées, des échafaudages. On n'a pas tous ces moyens-là pour pouvoir faire des grands formats dans les bonnes conditions. Et c'est vrai que quand on arrive à avoir des conditions comme ça d'espace, la peinture change aussi, quoi. Hein. et j'avais toujours chance parce que chez nous c'est petit, 60 mètres carrés à Gumbry où je commençais à faire des peintures, mais les salons qui faisaient 30 mètres carrés, c'est vite transformé mon atelier. Oui. Ah oui. Mes parents m'ont laissé oui. confiance absolue, dire bah, s'il a besoin, il faut qu'il fasse. J'ai chance à louer un atelier actuellement à Nancy qui est en baie vitrée, à peu près un espace comme ici, un peu moins grand qu'ici, qui me permet de continuer à faire des grandes toiles. Par exemple, celle-là, j'avais fait dans mon nouvel atelier cette peinture-là. L'autre aussi, que j'appelle arc-en-ciel. C'était les peintures que j'avais fait en Nancy, qu'elles sont assez transparentes, on va dire. Ouais. Voilà. Oui. Quand vous faites une toile comme ça, il y a de la préparation, de l'écriture, ou ça vient intuitivement, ou peut-être les deux d'ailleurs. Les deux. D'abord, d'ailleurs, je fais quand même des petites esquisses pour pouvoir un peu positionner sur tous les corps. Les couleurs, c'est toujours l'improvisation. Parce qu'au début, tu penses une chose, après, très vite, ça devient autre chose. J'insiste jamais pour obtenir ce que je voulais au départ, quand même, parce que c'est souvent. Oui. Les choses viennent ça vient par la couleur, par la matière, Oui, par des moments, par l'humour des moments. C'est un dialogue, Oui. Mais tu fais quand même des petites maquettes. Ça c'est intéressant Des par petites rapport maquettes, aux élèves. Parce que moi je leur dis toujours de faire effectivement de la maquette. Les petites maquettes, c'est Ça toujours permet d'évacuer. Petite guide, surtout pour moi, surtout par rapport à des figures, parce que tu ne peux pas te permettre des erreurs. Oui. Sur des peintures comme ça que je fais, surtout moi, de cette manière, il n'y a pas de place d'erreur. Et chaque fois, avant de placer les peintures, parce que les cœurs, parce que la dernière étape, c'est placer les cœurs. Ouais. Et après, ça termine. Ah, tu places les corps. Une fois les surfaces est prêt. Tu reviens pas dessus, jamais. Je peux pas. Ouais. Non, c'est pour ça. Pour ça, avant de placer le cœur. Oui, bien sûr. J'essaye limite prier pour que ça passe bien. Sinon, ça passe pas. Et le corps, c'est ton corps? Oui, plupart du temps c'est moi, parce que c'est très simple.
à faire avec son propre cœur, parce que c'est déjà très dur, des manières que je fais. Je ne peux pas imposer ça à quelqu'un d'autre, sauf ma chérie Emmanuel, deux, trois fois. Mais là, j'arrête parce que apparemment, c'est une torture. Donc, enduit le corps et voilà. Oui, Voilà. voilà. Oui, bah oui. Comme Klein faisait. Non. C'est un peu différent. C'est un peu différent. Je rentre pas dans le détail, mais c'est presque On est dans aussi, la même. Ouais. aussi pénible. Oui. Oui, Là, les le modèle est cœurs, très c'est- actif, quoi. Les chœurs, c'est ou moi, les chœurs masculin et féminine. C'est Enfin, vous nous avez dit que les corps étaient très intellectuels, très. Donc, c'est vous, mais pas trop. Oui, c'est notre art. Oui. en fait Voilà, c'est juste les yeux. c'est juste servir de cette matière pour pouvoir transmettre Ouais, mais c'est intéressant. cet message. Voilà, ce qui est très intéressant, c'est qu'en fin de compte, ton corps devient lui-même un pinceau, quoi. Enfin, je veux dire, Oui. enfin, il n'est pas peintre, il est lui-même outil de peinture. Voilà, Pas c'est outil une de peinture. sorte de- C'est d'aller jusque là. Donc c'est quand même dans la peinture pour un peintre aller très loin, c'est-à-dire de prendre son corps comme on va pas dire outil scripteur, mais comme outil de Oui, peinture jusque là, outil de- quoi. ouais. Et c'est quand même une implication, c'est intéressant parce que je veux dire, c'est quand même une implication hyper importante, quoi. Parce que la peinture, c'est souvent aussi la distanciation, vous comprenez, à travers la main et à travers le pinceau, c'est une prothèse. Moi, je dis le pinceau, c'est une prothèse. Et donc, il y a dans cette prothèse, quelquefois, une perte d'énergie. Même si on veut, alors que là, il y a une implication totale sur la surface même peinte, par ton corps. Donc on revient à tes histoires de chakras, on revient voilà. C'est peut-être ça aussi qui fait que la peinture a cette présence-là. C'est hyper important. Et souvent, comme vous avez posé des questions techniques, et chaque fois que l'opération est terminée, par exemple, et comme l'opération souvent termine bien, je dis, ah bah c'est un signe, il n'y a pas d'hasard. Alors, une fois, par exemple, tu fais les cœurs, après tu vois que les cœurs n'est pas dépassé de tes toiles, donc il est juste pile poil dans cet endroit où il devrait être. Tu dis, ah, ça c'est un signe, et ça c'est une réjouissant très important pour dire que voilà, ça c'est quelque chose dont tu es dans une spirale. Et donc ça te permet de continuer, Voilà. et la prochaine et tout ça. Alors par contre, effectivement, entre celle-là et puis celle qui était reprise sur Dibon, effectivement tu l'as retournée. Alors ça c'est très intéressant, je regardais ça, je me disais, c'est quand même super intéressant parce que à un moment on va vers un espace spatial et dans l'autre on va vers un espace aquatique. C'est vrai. Et surtout ces peintures-là qui se permettent de faire cette rotation en fait. Ouais, voilà, les autres je pourrais pas, mais mais celle-là c'est très souple. Voilà, Parce que moi ici je voulais montrer ces peintures, mais je pourrais pas montrer en vertical. Ouais. Mais j'ai vu que c'est fait pour être montré en vertical. Ah d'accord, oui, ok. Mais ça marche aussi ça marche bien super bien. horizontal. Ouais. Mais elle nous définit des espaces dits. C'est marrant parce qu'elle Oui. nous renvoie des espaces à des états ou à des espaces différents. Et ça, c'est À la cathédrale de Metz, où j'avais pu exposer quand même une quinzaine de grandes toiles, c'était impressionnant. J'avais pu mettre à ça. Ouais. Et par rapport à la origine. monumentalité de la cathédrale, ça donnait quoi? Ça fonctionnait ou ça paraissait fonctionnait petit? Parce que la plutôt cathédrale bien. de Metz, c'est comme quelque chose. Ouais. Ça fonctionnait bien. Oui, ça fonctionnait bien parce qu'on avait des lumières spéciales installées justement pour les peintures avec les murs un peu sombres et des petites spots de lumière. Ça, D'accord, ouais. c'était très impressionnant. J'avais rendu un hommage à Marc Chagall Oui, qui bah a oui. son Ses vitraux, là. Ouais. J'avais fait un envol. Ah oui. Ouais. Je
pourrais vous montrer dans un catalogue que vous pourrez feuilleter après. J'avais imprimé un catalogue à l'unité. Mhm. Comme c'est compliqué maintenant d'imprimer des catalogues d'artistes, j'ai trouvé un site où je pourrais imprimer des catalogues à unité. Là, je vous montrerai les peintures l'envol que j'avais rendues hommage à Chagall. Donc c'était bien, c'était un bel dialogue. Presque 5000 visiteurs par jour dans cette cathédrale. C'était éprouvant à la fois, mais à la fois c'était vraiment extraordinaire. L'ambiance, être là, Oui. en contact avec le public. Oui. Donc ça fonctionnait. Et actuellement, il y a une autre peinture à Metz, à Église Saint-Martin, une danse que j'appelle ça danse Rasalila, qui est exposée dans les chœurs d'église, que je laissais parce que on avait ça s'appelle Parcours d'artistes de Metz, c'est une sorte d'ouverture d'atelier. Comme j'ai pas de l'atelier là-bas, j'étais invité dans l'église même. Depuis 3 ou 4 ans, je laisse cette peinture là-bas. C'est à moi, mais bon, pour le moment, je laisse. Vie là-bas, Vie, donc elle est bien. sa vie. Ouais. D'accord, ok. Ouais. Voilà. Si vous avez D'autres des questions autres questions. Sinon, on peut peut-être s'arrêter là. Donc, voilà. J'aime bien les silences. Ah oui, c'est bien, bien, c'est bien. Donc, Vous avez tout compris. on peut peut-être s'arrêter. En tout cas, merci Arman pour ton travail qu'on apprécie et qu'on continue à apprécier. Nous, on a la chance d'être dedans pratiquement tous les jours, mais les spectateurs, vous pouvez revenir quand vous voulez, quand vous voulez. Il n'y a pas de problème. Mais c'est une peinture qui parle et qui nous régénère à chaque fois qu'on passe dedans et qui nous parle toujours. Et ça, c'est sur la durée, c'est très intéressant. Voilà. Merci pour cette invitation et cette expérience que ça m'a enrichi. Voilà. Donc on va essayer de mon parcours artistique et donc je suis très reconnaissant de cette rencontre. Voilà. On va te suivre de toute façon. Voilà. Merci. Merci. Parce que j'ai pas